David Couvin s'illustre de fort belle manière. Ce jeune Guadeloupéen vient d'obtenir son doctorat suite à des travaux effectués dans la lutte contre la tuberculose. 3 ans déjà, 3 ans qu'il y travaillait et qu'il travaillait à l'élaboration de cette base de données dont on vous disait dernièrement qu'elle a été inaugurée en grande pompe. Un travail récompensé donc par la soutenance de sa thèse brillamment à l'Institut Pasteur. Le reportage de Guillaume Desmales et de Daniel Kérin. Félicitations, cher docteur. Après 2 heures de soutenance face au jury, David Couvin peut enfin relâcher la pression. Ce Guadeloupéen de 27 ans vient de décrocher son doctorat pour ses travaux menés sur la tuberculose. C'est vrai que c'est un petit moment de stress au début, mais maintenant je suis soulagé et je suis content d'avoir pu présenter mes travaux de thèse. C'est vraiment touchant de voir que mon travail a vraiment servi et qu'il a été apprécié. Cela fait plus de 3 ans que ce bioinformaticien travaille sur son sujet de thèse. Objectif, élaborer et développer une immense base de données regroupant les différents types de germes à l'origine de la tuberculose. Une cartographie mondiale qui doit permettre de mieux comprendre la chaîne de transmission de cette maladie infectieuse et contagieuse. J'ai une formation d'informaticien simple et le fait de travailler sur une base de données connectée à des données biologiques, ça m'a tout de suite plu. Pour mener à bien ses travaux, David Couvin a été encadré par le docteur Naline Rastogi, engagé depuis plus de 20 ans dans la lutte contre la tuberculose auprès de l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Un institut fier d'être à l'origine de la plus grande base de données au monde. C'est vraiment une gageure d'arriver à faire une base de renommée mondiale dans une île finalement aussi petite. Et je crois que c'est tout à l'honneur du docteur Rastogi et de tous les étudiants qu'il a pu avoir, dont David a été l'un des plus brillants. Tout ce que David a créé comme outil bioinformatique, comme base de données, qui aujourd'hui est une base de données universelle, qui est des États-Unis à l'Europe, à l'Amérique du Sud, tout le monde utilise pour faire des études de contrôle de la tuberculose. Doctorat en poche, David Couvin espère continuer à s'investir dans l'élaboration de bases de données. Aujourd'hui, son travail contribuera à lutter contre la tuberculose. Loin d'être éradiquée, 9 millions de nouveaux cas sont enregistrés chaque année dans le monde. Naline Rastogi, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Alors, ça relève de l'anecdote, mais ça nous en dit beaucoup sur vous. Je me suis laissé dire qu'il y a de cela quelques années, en découvrant la Guadeloupe, vous avez frisé la crise d'angoisse en voyant tellement que c'était petit. Et quand on regarde aujourd'hui le chemin parcouru, on se dit que finalement, votre expérience à vous, en tout cas en terre guadeloupéenne, n'est pas si petite que ça. Mais écoutez, là, vous me prenez de... Je ne sais pas où est-ce que vous avez vous en souveniez même plus. Si, mais... Non, mais c'est vrai, j'ai fait une crise d'angoisse. Il faut savoir que je suis déjà d'origine indienne, donc j'ai quitté l'Inde à l'âge de 22 ans. C'est immense. J'étais après en France, donc l'Inde c'est un très grand pays, je n'avais jamais vu la mer. Après j'étais en France pas mal d'années, et quand j'ai eu cette opportunité où... le professeur de Rosoir m'a demandé si je voulais aller monter un laboratoire en Guadeloupe en 1993. Je me souviens très bien, j'ai pris l'avion et je n'avais jamais vu ça, la mer. Et soudainement, mon épouse me dit « Tiens, regarde la Guadeloupe, comment elle est belle. » Le temps que je regarde, elle avait disparu. Et donc, j'ai fait une crise d'angoisse cette nuit-là. Alors, plus sérieusement, non pas que ça soit pas sérieux, mais comme vous vous en êtes plutôt bien remis, plus sérieusement, cette banque de données, qu'est-ce que cela représente concrètement pour la recherche sur la tuberculose et pour la Guadeloupe? Alors, je vais commencer par la recherche d'abord. Il faut savoir que tuberculose est une maladie qui est transmise de l'homme à l'homme uniquement, pas par environnement à l'homme. Et alors, les bactéries qui causent la tuberculose ont évolué à travers milliers d'années pour devenir spécifiques. En fait, on les trouve spécifiquement dans chaque région géographique. Et alors aujourd'hui, grâce à cette base de données, qui est une des plus grandes du monde, avec 120 000 souches de 170 pays, nous avons des codes-barres génétiques des germes. Alors, grosso modo, comment je peux vous dire que ça sert à traquer? En fait, très simplement, on peut savoir si le germe est originaire, qui cause la maladie, est originaire d'Asie de l'Est, ou s'il est d'origine européenne ou chinoise. Et puis chaque fois pour les germes, on a des spécificités. Par exemple, on sait que les germes originaires de régions, enfin de Chine, qu'on appelle d'ailleurs Beijing parce que ça a été découvert en Chine, ces germes ils ont une certaine facilité
pour acquérir la résistance aux antibiotiques beaucoup plus facilement. Et ça veut dire concrètement que la Guadeloupe est véritablement au centre d'une vraie coopération internationale s'agissant de la recherche dans ce domaine? Alors, grâce à l'Internet, c'est vrai qu'on a commencé à monter les bases de données en 2001. Quand cette technologie était disponible, elle a été publiée en 1998. Immédiatement, on avait une personne qui a été formée. Et ensuite, on a monté cette technique de code-barre génétique en Guadeloupe. Et on est au centre, oui, puisque petit à petit, c'est notre insularité, en fait, nous a favorisés, puisqu'il y a eu beaucoup de collaborations. Et chaque fois, les gens, quand je demandais de collaborer, parce qu'en fait, l'ensemble des pays en question ont accepté à un moment donné de nous envoyer leurs données, hein. Et peut-être que, voilà, on ne leur faisait pas très peur, parce qu'on n'avait pas une manière de travailler très hégémonique, on était très convivial. Et oui, on est au centre d'une très grande base de données. On peut véritablement traquer les germes au niveau mondial. Alors intéressons-nous maintenant à la maladie, malgré ce que vous aviez commencé à nous en dire tout à l'heure. C'est un agent infectieux. Mais ce qui m'a frappé en préparant cette émission, c'est de constater que, contrairement à une idée reçue, hein, la maladie n'est pas du tout révolue. On pense tuberculose, un peu comme on pensait choléra et toutes ces maladies. On se dit c'est une page de l'histoire qui est définitivement tournée. Et pourtant, non, il y a comme une résurgence dans nos pays. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Quand j'ai lu les chiffres de l'OMS, ils sont effarants. 2013, 9 millions de personnes qui sont atteintes de la maladie et plus d'1 million qui en sont mortes. Bien, alors je pense que déjà, il faut quand même les garder sans simplifier. Mais quand même, 80% des cas de tuberculose, on les retrouve dans 22 pays. Donc ces 22 pays qu'on appelle, en fait, qui très souvent sont des pays asiatiques où on les trouve en Afrique, présentent quand même la plupart de cas. Les 20% de cas se retrouvent dans les autres pays, hein, sur 9 millions qu'on retrouve chaque année. Mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est vrai au fur et à mesure que notre niveau de vie a augmenté, hygiène et la propreté, il y a eu une baisse naturelle de la tuberculose. Puis il faut savoir aussi que soudainement, il y a eu un petit souci, puisque avec l'effondrement de l'Empire soviétique, soudainement, il y avait des pays qui se sont retrouvés avec une grande précarité. Et on sait que la tuberculose est une maladie de la précarité aussi. Et alors, il y a eu une résurgence. Par la suite, on a eu à la fois cette arrivée de maladie qui est le sida, et on sait qu'on augmente... en fait, pour faire simple, une personne sur 3 au niveau mondial est infectée par le germe de la tuberculose, mais ils ne développeront pas la maladie. Une faible proportion développe la maladie, et pour cette raison, chaque fois qu'il y a une baisse d'immunité ou baisse des niveaux de vie, il y a résurgence de la tuberculose. Alors, précisez. Et juste pour finir, dans les pays développés, où on a quand même eu cette baisse d'incidence de la tuberculose, au fur et à mesure que les cas baissent chez les autochtones, ces cas sont remplacés à certains niveaux par les cas d'importation, puisqu'aujourd'hui on voyage partout. Donc voilà, des pays qui deviennent pratiquement des pays souches qui, par le jeu des voyages, la facilité à passer les frontières aujourd'hui, font qu'ils continuent à nourrir cette pérennité de la maladie. Parlons de la maladie précisément. Chez nous, docteur, il y a très longtemps de ça, hein, quand j'étais môme, je me rappelle que les petites gens de chez nous appelaient la tuberculose la maladie du pratriné. On disait il pratrinait. L'image, c'est cette image de l'individu qui crache ses tripes, son sang, son intérieur, si je puis dire. C'était très imagé comme expression, mais aussi violente comme expression, avec un regard très difficile à supporter pour les personnes atteintes de la tuberculose. Expliquez-nous en des termes tout à fait accessibles de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de tuberculose. Alors, en termes simples, on parle d'une maladie contagieuse qui est transmise par le voie des aérosols, uniquement de homme à homme. Beaucoup de gens sont infectés, surtout dans les pays en voie de développement, qui ne développeront la maladie que
une faible proportion, moins de 10%. Quel moyen de transmission? Par les aérosols, en parlant, en discutant, et aussi par la proximité, aussi par, dans une trame de métro, plus on est proche, plus il y a un risque de transmettre la maladie quand on est tuberculeux. Quels symptômes? Alors, symptômes, ils commencent toujours de manière perte d'appétit, un peu de fièvre nocturne, mais pas très élevée, 38,2, sueur nocturne, parfois un peu de tout. En fait, rien de très précis. Mais très vite, on peut savoir si la personne a la tuberculose ou pas, puisqu'aujourd'hui, on a des méthodes moléculaires qui peuvent nous aider à confirmer la maladie en moins de 24 heures. Alors c'est une maladie qui, dans beaucoup de cas, est très résistante. Nous parlerons des traitements tout à l'heure. Vous nous direz d'ailleurs si aujourd'hui on arrive à mieux traiter qu'il y a de cela 2 ou 3 décennies, mais très invalidante aussi cette maladie. Certainement. Mais je pense que vous avez très bien souligné, le vrai problème quand la tuberculose est causée par les germes qui sont sensibles aux antibiotiques. Il faut savoir qu'on traite la maladie quand même avec 4 antibiotiques en même temps, ce qui est rare. Parce que la plupart du temps, vous prenez un antibiotique pendant une semaine et vous êtes guéri quand vous avez autre chose. Ce n'est pas du tout le cas de la tuberculose, on doit prendre 4 antibiotiques, et d'ailleurs c'est 4 pendant 2 mois, et ensuite au moins 2 antibiotiques pendant 4 mois. C'est très long. Donc déjà, ce qui est important, c'est de prendre son traitement. Mais si on ne le prend pas correctement, les germes deviennent résistants. Et les germes résistants sont extrêmement difficiles à traiter. L'arsenal, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fatigant. Et quand ils sont transmis à une autre personne, évidemment, il a beaucoup moins de chances d'être guéri. Donc je pense que le vrai problème, c'est l'émergence de la résistance aux antibiotiques chez le germe qui cause la tuberculose. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on a recours, comme on a pu le connaître par le passé, à cette espèce de mise en quarantaine systématique des patients? Alors maintenant, dans le passé, il faut savoir que pendant la phase de traitement, dans les pays développés, on aime bien quand même garder, très souvent c'est à l'hôpital que les patients sont traités, et ensuite ils peuvent rentrer chez eux quand ils ne sont pas infectieux, contagieux. On estime que quand ils ne crachent plus de germes, ils ne sont pas contagieux, mais quoi que le traitement, il faut le continuer encore 6 mois, 7 mois. Alors maintenant, isolement de manière un peu comme prison, ça n'existe que pour les malades qui sont porteurs de germes résistants, surtout s'il y a résistance à 2 ou 3 antibiotiques majeurs. Et dans ce cas, il est préconisé de les garder dans les chambres à pression négative. Quelle est la prévalence de la maladie ici aujourd'hui, en Guadeloupe? Alors moi, je vais parler plutôt de l'incidence pour 100 000 habitants. Mais pour comprendre pour le public, il faut savoir quelle est l'incidence dans quelques pays qui nous entourent. Alors, c'est très élevé dans un pays comme Haïti, puisqu'on a jusqu'à 300 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Comparé à ça, en Guadeloupe, nous n'avons que 7 à 8, enfin, environ moins de 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Qui court aujourd'hui le plus grand risque? Vous parliez tout à l'heure du VIH. C'est vrai que dans bien des cas, on observe, on constate que des gens qui sont atteints du virus du sida, il y a presque une tendance beaucoup plus facile à développer une tuberculose ou inversement. Alors, si vous en souvenez, je viens de dire qu'en fait, dans les pays émergents, puis aussi dans certains... Je vous ai bien entendu, mais Oui. vous avez bien compris que je veux insister sur cette espèce de lien de causalité, supposé ou pas, entre le VIH et la tuberculose. Il arrive qu'en fait, comme on a une baisse d'immunité, et beaucoup de ces gens sont déjà pré-infectés, je vous ai dit que beaucoup de gens sont infectés mais ne développent pas la maladie, puisque un tiers de la population mondiale est infectée par la tuberculose. Donc je veux dire que, imaginons si on est né en Haïti, on a une malchance, disons supérieure à quelqu'un qui est né peut-être en Guadeloupe, d'être déjà infecté, même si la personne n'a pas développé la maladie. Cette personne, quand elle devient séropositive, cette maladie peut réactiver, et en fait, je veux dire, le germe est déjà là, elle peut réactiver pour causer la maladie. On sait que la séropositivité à VIH augmente cette malchance de développer la maladie 10% chaque année.
Voilà. Ce qui nous met en tout cas du baume au cœur, c'est de constater que la recherche ici est à pied d'œuvre. Simplement, on sait qu'il y a de gros problèmes s'agissant des moyens. Très rapidement, quelle est la situation aujourd'hui pour vous à l'Institut Pasteur qui développait, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, de véritables mines d'intérêt pour la recherche, mais dans des conditions pas toujours faciles. Mais écoutez, je pense que d'abord, on a des problèmes à régler, mais on arrive à régler très bien d'insularité grâce à Internet et diffusion d'informations. Aujourd'hui, tout est disponible, donc c'est bien. Mais on pêche que pour faire le travail physique sur le paillasse, aujourd'hui, on parle de séquençage de génome complet, de germes, ou des choses qui sont très coûteux, et il faut des financements. Il est clair qu'aujourd'hui, le temps est difficile pour trouver des financements. Je voudrais quand même dire que on a eu pas mal de thésards, les doctorants comme David Couvin qui a brillamment passé sa thèse, qui était financée quand même par la région et Europe, FEDER. On a aussi des financements de FEDER comme pour des laboratoires de manipulation de haute sécurité. Merci. On pêche. Merci, docteur. On pêche qu'il nous manque de l'argent, vraiment. On a compris que ce n'est pas facile, mais vous vous en accommodez. Merci infiniment d'être venu nous éclairer.